Et alors, mes chers amis, chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence sur l'état des négociations du Brexit. Il y aura ensuite une courte intervention de M. Emmanuel Bichet, chef de division politique et vice-directeur de la direction des affaires européennes et de votre politique des affaires étrangères ici à Berne. Et donc, perspective sur la question de Brexit, suivie par perspective suisse, suivie par un échange de vues et des commentaires ou des questions de votre part. Pour moi, je peux parler assez couramment le français, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai rédigé un texte, pas forcément avec la plume de M. Shakespeare, mais quand même avec cette expérience d'une plume de ma langue maternelle. Et je voudrais remercier la Fondation pour faire traduire ce texte en français. Et donc, ce soir, je vais, pour marquer le départ des Britanniques, préférablement parler en français. Comme irlandais, même mieux de parler en gaélique, mais on ne connaît pas le gaélique ici. Alors, la Grande-Bretagne est aujourd'hui dans un état profondément instable. L'opinion publique, les partis politiques, le Parlement et le gouvernement sont profondément divisés. La politique et les institutions politiques ont l'air d'être paralysées. Le discours public s'est durci sous l'effet des accusations de trahison et de retour en arrière. Volatilité, insurrection politique et polarisation sont les messages émanant des urnes britanniques. Les différentes régions du Royaume-Uni commencent à s'agiter. Ce royaume, aujourd'hui désuni, est un choc pour les non-initiés et une surprise pour les initiés. N'ayant pas obtenu la majorité pour le vote en faveur du maintien qu'il défendait, David Cameron est devenu la première grande victime de la voie qu'il avait choisie, une voie moins empruntée au Royaume-Uni avec la tenue d'un référendum sur son appartenance à l'Union européenne le 23 juin 2016. Dès 1689, la Déclaration des droits, qui était le fruit de la glorieuse Révolution britannique, jetait les bases de la transition d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle dans les royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Elle augurait d'une période de plus de 3 siècles sans guerre civile, sans révolution ou sans coup d'État, sauf pour les Irlandais. Westminster devenait un modèle de démocratie parlementaire constitutionnelle exporté par l'Empire et décrit depuis 1165, date de la première utilisation de cette expression comme la mère des parlements. Bien que non écrite, la Constitution du Royaume-Uni et les institutions et politiques qui en ont découlé étaient perçues comme des bastions de continuité, de stabilité, marqués par une capacité de bonne gouvernance et d'adaptation dans le temps.
Au cours de cette longue histoire, la démocratie représentative traitait les grands enjeux du moment. La démocratie plébiscitaire ne faisait pas partie de la pratique constitutionnelle britannique. Lorsque le Royaume-Uni a rejoint les communautés européennes, c'est le Parlement et non le peuple qui a ratifié l'accord. Il n'y a eu qu'un seul référendum au XXe siècle. Il s'agissait du tout premier au Royaume-Uni, tenu en 1975, pour honorer la promesse faite par Harold Wilson dans un manifeste électoral stipulant qu'il s'était élu, il consulterait le peuple en cas de négociation des conditions d'entrée, ou renégociation des conditions d'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE de cette époque. Au cours de la campagne, le gouvernement travailliste s'est divisé. Ses membres ont fait campagne de part et d'autre, violant ainsi une tradition constitutionnelle britannique de la responsabilité collective du gouvernement. La Chambre des communes était profondément divisée et le gouvernement travailliste a dû compter sur l'appui de l'opposition conservatrice pour faire adopter la loi référendaire nécessaire. La division sur l'Europe est l'une des grandes constantes de la fracture de la politique britannique moderne que l'on retrouve tant dans le Parti conservateur que dans le Parti travailliste. Dès 1962, le chef du Parti travailliste, Hugh Gaitskell, insistait sur le fait que l'appartenance au marché commun marquerait, et je le cite, « fin de 1000 ans d'histoire », ressassant ainsi l'invasion normande lors de la bataille d'Hastings en 1066. Et cette phrase est entrée dans la polémique britannique, maintenant plutôt exprimée par M. Farage et ses proches que les travaillistes d'aujourd'hui. Dans un contexte médiatique et d'opinion publique favorable, les 2/3 des citoyens ont voté en 1975 en faveur du maintien dans le marché commun. Par la suite, tous les traités et amendements de la Communauté européenne et de l'Union européenne ont été ratifiés au Royaume-Uni par le seul Parlement, sans consultation du peuple. Le processus de ratification parlementaire a toujours été marqué par des débats conflictuels et profondément antagonistes au sein des partis travaillistes et conservateurs. La question européenne de la Grande-Bretagne a poursuivi les premiers ministres successifs, contribué à la chute de Margaret Thatcher, à l'exaspération de John Major, qui a décrit ses détracteurs conservateurs eurosceptiques comme, et je le cite, « the bastards », et a entraîné la fin de la carrière politique de David Cameron et de Theresa May. Tony Blair a promis un référendum sur le traité constitutionnel de l'Union européenne qui n'a jamais eu lieu après la défaite de ce traité lors des référendums aux Pays-Bas et en France. Le traité de Lisbonne, qui a suivi, a été ratifié seulement par le Parlement en 2008 sous la direction de Gordon Brown. Il n'y a pas eu de référendum ni pour le traité de Lisbonne, ni pour les autres, sauf la consultation de Harold Wilson. Cette promesse de la part des travaillistes
a été trahi aux yeux de nombreuses voix eurocritiques à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement, notamment dans un paysage médiatique anglais qui, en 3 décennies, est devenu résolument hostile à l'Union européenne. Cela se reflétait dans un ton strident, nationaliste, jingoïste et xénophobe, en particulier dans la presse tabloïd britannique. En minorité et dominé au Parlement pendant plusieurs décennies, le ressentiment grandissant parmi les souverainistes et eurosceptiques élus cherchait à s'épaiser dans un vote populaire. À cette époque, David Cameron était le chef de l'opposition. Il était le plus jeune candidat à la direction du parti en 2005 et d'abord était considéré comme un outsider. Son discours de conférence de parti qui mettait l'accent sur la modernisation, le libéralisme social et une plus grande ouverture du parti pour la nouvelle génération a fait forte impression. Sa concession, faite à l'œil eurosceptique du parti, sortir le Parti conservateur de son alliance avec le Parti populaire européen au Parlement européen, n'est pas moins significatif. Cette promesse que Cameron a tenue après les élections européennes de 2009 a contribué à son succès immédiat. Mais elle contenait déjà des germes de sa chute à venir. Les dessinateurs humoristiques ont caricaturé les eurosceptiques conservateurs sous les traits de carnivores qui, sur la question européenne, préfèrent leur viande crue et saignante. Manger œuvre, mais n'apaise pas de tel appétit. Ayant consommé la première bouchée du départ de Cameron du PPE, ils en voulaient davantage. Cette mise en bouche a isolé leur jeune leader du sanctuaire intérieur de la famille politique la plus influente de l'Union européenne, qui comptait alors, à cette époque, parmi ses membres, la chancelière allemande Merkel, le président français Sarkozy, le premier ministre italien Berlusconi, le premier ministre polonais Donald Tusk, le président de la Commission européenne M. Barroso et le président entrant du Conseil européen M. Van Rompuy, parmi les autres. Moins visible à l'époque, mais non moins volubile, l'ennemi juré de Cameron, Nigel Farage, élu député européen en 1999 et qui a pris la direction du parti L'Indépendance du Royaume-Uni, UKIP, en 2006. Le parti était alors déjà solidement ancré dans l'extrémité euro-hostile du spectre politique britannique. Farage a élargi le programme d'UKIP afin d'exploiter les préoccupations des électeurs blancs à col bleu au sujet de la hausse de l'immigration au moyen d'un message politique nativiste et nationaliste déterminé, fondé sur la politique d'identité. En 2009, le UKIP est devenu le deuxième plus grand parti britannique au Parlement européen après les conservateurs, une source d'inquiétude pour ces derniers. Farage a démissionné de son poste de chef de parti
les centaines de candidats présentés par le UKIP aux élections de Westminster de 2010 n'ont remporté aucun siège. Cameron, n'ayant pas obtenu la majorité lors de ces élections, a formé une coalition avec les libéraux-démocrates. Dans sa quête de rassurer ses propres eurosceptiques contestataires, de neutraliser le UKIP et de dénoncer l'échec des travaillistes à tenir le référendum promis, le gouvernement a promulgué la loi de 2011 sur l'Union européenne qui prévoyait la tenue d'un référendum en cas de modification future du traité sur l'Union européenne. C'est une innovation constitutionnelle pour un régime dont la pratique, vieille de plusieurs siècles, était de privilégier la représentativité par rapport à la démocratie plébiscitaire. En décembre 2011, au plus fort de la crise de la zone euro, intervient la proposition d'un nouveau pacte fiscal. Le nom officiel, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire. Une modification importante des traités qui déclencherait logiquement un référendum au Royaume-Uni en vertu de la nouvelle loi. La sort de la monnaie unique étant en jeu à cette époque. Les membres du Conseil européen ont soutenu cette initiative à la grande majorité. N'ayant pas obtenu des concessions et exemptions qu'ils demandaient pour les services financiers britanniques, David Cameron a exercé de manière inattendue un veto national à 2h30 du matin, menaçant de faire échouer les plans de l'Union européenne sur le point critique de l'euro. Le veto a été rapidement rejeté à 26 contre 1 dans le cadre d'un accord visant à procéder via un traité intergouvernemental et non d'un traité sur l'Union européenne. Compte tenu des circonstances, l'Union européenne a obtenu qu'elle estimait nécessaire et le Royaume-Uni s'est auto-exclu par son veto. Pour la première fois depuis 1973, un traité relatif à l'Union européenne serait rédigé sans signature britannique. Cameron a déclaré, et je cite, « Ce qui est proposé n'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, alors je ne l'ai pas accepté. » Faisant écho aux sentiments de la droite conservatrice, le maire de Londres de l'époque, Boris Johnson, a félicité le Premier ministre en s'exclamant que Cameron, et je cite, « avait merveilleusement bien joué ». Lord Ashton, l'ancien chef du Parti libéral-démocrate, a fait remarquer dans une observation perspicace, encore je le cite, « En conséquence, il a dit, nous avons perdu le contrôle de l'agenda européen et le Premier ministre a perdu le contrôle des demandes de référendum. La politique étrangère britannique a été détournée par les eurosceptiques du Parti conservateur. » Fin de citation. Bien que capital, électoral, mais aussi sans doute irréfléchi et imprudent en termes d'intérêt national, peut-être que, à la lumière de ce qui précède, ce n'était pas
un si grand pas pour Cameron quand le 23 janvier 2013 à Bloomberg à Londres, il a annoncé son référendum sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il est temps, a dit-il, que le peuple britannique ait son mot à dire. Il est temps de régler cette question européenne dans la politique britannique. Alors, régler ou non, c'est une question aujourd'hui. Cameron a obtenu la majorité aux élections générales de 2015. Il a entamé des négociations avec l'Union européenne et obtenu en février 2016 un accord sur la possibilité de se retirer de l'idée d'une union de plus en plus étroite, négocier une formule de carton rouge permettant aux parlements nationaux d'opposer leur veto aux propositions de la Communauté européenne, obtenu des limites aux prestations sociales pour les migrants venant d'autres pays membres de l'Union européenne et reçu des garanties que les pays hors zone euro ne prendraient aucune part au coût de sauvetage de la zone euro. Pour les carnivores conservateurs dont il a été question plus tôt, cet accord sentait le végétarisme. Et ils n'ont pas manqué de le tourner en ridicule dès le départ. Avec le UKIP, ils avaient flairé du sang. Ils n'ont jamais été à la recherche d'un règlement. Leur but était de sortir et leur chance se présentait. Le 23 juin 2016, les électeurs ont eu leur mot à dire. Ils ont voté pour quitter l'Union européenne à 52 contre 48%, avec un taux de participation élevé pour les Britanniques de près de 72%. Pour les insurgés, c'était le jour de l'indépendance. Mais pour David Cameron, ce fut une défaite humiliante et auto-infligée. L'Angleterre et le Pays de Galles ont voté pour sortir, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour rester, exposant des profondeurs inexplorées de la réforme constitutionnelle de Tony Blair et de New Labour en matière de décentralisation. Il est remarquable de constater que personne de part et d'autre du débat sur le Brexit n'a préparé de stratégie de sortie faisant autorité ou cohérente. L'expression « sortir » signifie « sortir » peut servir de rhétorique politique, mais elle ne tient pas compte de la complexité des préparatifs de sortie et des négociations. Ce qui s'est produit était un saut constitutionnel dans le noir, suggérant que la nouveauté constitutionnelle d'organiser des référendums sur les questions européennes n'a jamais été complètement réfléchie. Par principe de précaution, on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement fasse de la planification d'urgence, même si cela n'avait pas été révélé au public. Cela n'a pas été le cas. L'étendue du vide au sommet de la politique britannique face à une expérimentation constitutionnelle sans précédent peut être mesurée d'après la déclaration de Cameron au Parlement après le référendum. Et je le cite. Le gouvernement s'est réuni ce matin et a approuvé la création d'une nouvelle unité sur l'Union européenne à Whitehall.
Elle réunira des fonctionnaires et des experts politiques du bureau du cabinet, du Trésor, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Affaires commerciales. Il est clair qu'il s'agira de la tâche la plus complexe et la plus importante que la fonction publique britannique ait entreprise depuis des décennies. La nouvelle unité sera donc au cœur du gouvernement et sera composée des meilleurs et des plus brillants membres de la fonction publique et dirigée par eux. Elle rendra compte à l'ensemble du gouvernement de l'application du résultat du référendum, donnera des conseils sur les questions de transition et étudiera objectivement les options pour nos relations futures avec l'Europe et le reste du monde depuis l'extérieur de l'Union européenne. Et elle sera chargée de veiller à ce que le nouveau Premier ministre reçoive les meilleurs conseils possibles dès sa prise de fonction. C'est-à-dire, après qu'ils ont décidé de quitter, ils ont décidé de réfléchir. L'Irlande du Nord n'a jamais figuré dans le débat de campagne. Une omission qui reviendra hanter un establishment britannique dont les héros Gladstone et Asquith avaient été poursuivis par la question irlandaise autant que leurs contemporains l'étaient par la question européenne épineuse de la Grande-Bretagne. David Cameron a démissionné, laissant à un successeur, Theresa May, le soin de mettre de l'ordre dans le désordre qu'il avait créé. La Grande-Bretagne, plus précisément l'Angleterre et le Pays de Galles, avaient voté pour une direction, à savoir quitter l'Union européenne, mais pas pour une destination, à savoir où se retrouver. Pendant un certain nombre de mois, le mantra « Brexit signifie Brexit » couvrait de manière ambiguë le continuum entre ce que la Grande-Bretagne quittait et ce qu'elle allait devenir, et entre un Brexit mou et un Brexit dur. Pour la Première ministre, cela signifiait l'intention d'honorer le résultat du référendum et de quitter l'Union européenne, une volonté quand même de contourner le Parlement en exerçant la prérogative royale du gouvernement, c'est-à-dire que c'est à l'exclusivité du gouvernement de décider des choses, a été rejetée par la Cour suprême qui a insisté pour que le Parlement se prononce de manière significative sur les conditions de sortie du Royaume-Uni. Ce n'est qu'en janvier 2017, à Lancaster House, que Theresa May a révélé son jeu. Bien qu'elle n'aime pas ce terme, elle a opté pour un Brexit dur. Pas de compétence pour la Cour de justice de l'Union européenne, non à la libre circulation des travailleurs, non à l'adoption d'adhésion du marché unique, non à l'union douanière et aux tarifs extérieurs communs, et plus de sommes d'argent énormes pour le budget européen. Mais vous voulez appliquer trois choses. Le Brexit, conclure un accord avec l'Union européenne et garder son parti uni. Et la dernière partie de cette phrase, garder son parti uni, inévitablement, cela a déplacé le curseur vers un Brexit dur. Bien qu'elle ait parlé de façon, on peut dire, colorée, de vouloir un Brexit rouge, blanc et bleu, les anti-européens les plus fervents de son parti sont restés très vigilants à tout indice d'une défaite possiblement arrachée des mâchoires de leur véritable victoire bleue. Ceux-ci ont été décrits dans un éditorial du Financial Times comme les bolcheviks du Brexit. Ils étaient soutenus dans cette tâche
par Nigel Farage, dont la raison d'être semble comblée par le vote en faveur de la sortie de l'Union européenne, mais qui sentent poindre la trahison chaque fois qu'un compromis se profilait ou que les délais risquaient de se prolonger. Les politiques et les diplomates britanniques avaient espéré, grâce à un bilatéralisme actif, trouver des alliés au sein de l'Union européenne et dans leur monde idéal, l'emporter grâce à une stratégie de diviser pour régner. Cela ne s'est pas produit. L'Union européenne aussi avait un mantra accepté et honoré par tous. Pas de notification, pas de négociation. Il s'agissait de la nécessité pour un État existant de notifier formellement son intention de sortir en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui a été dûment activé le 29 mars 2017. La nouvelle première ministre a joué son va-tout et a perdu une élection générale opportuniste, déclenchée, comme le référendum de Cameron, par choix et pas par nécessité, cherchant un mandat personnel pour un gouvernement fort et stable. 70 jours après la notification de sortie à Bruxelles, la première ministre Theresa May a perdu sa majorité et a été politiquement affaiblie, mais a conservé le pouvoir grâce au soutien des 10 députés du Parti unioniste démocrate, DUP, de l'Irlande du Nord. La question irlandaise était sur le point de se retrouver au cœur du dilemme européen du Royaume-Uni. Le Parti travailliste, dirigé par une bête noire néo-marxiste, telle que perçue par les députés conservateurs d'arrière-ban, n'a pas été sollicité comme interlocuteur, pas plus que les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais, les Verts ou Plaid Cymru, les nationalistes gallois. Aucun grand comité parlementaire n'a été mis sur pied pour tenter d'établir un consensus national sur la façon de procéder. C'est à ce gouvernement minoritaire, à son chef affaibli, à son cabinet divisé, à son parti conservateur divisé, contraint par le DUP de l'Irlande du Nord et par le paysage institutionnel britannique de se mettre au diapason de ces nouvelles exigences et réalités qu'il incombe de régler les modalités d'un accord avec l'Union européenne. Ce n'est pas exactement le début idéal. À l'autre côté, les institutions de l'Union européenne et les 27 autres États membres, en revanche, après avoir scruté l'abîme d'un exode potentiel d'inspiration britannique, ont développé et maintenu un extraordinaire niveau de cohésion. Le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen ont adopté à l'unanimité une stratégie et un mandat de négociation. Ils se concentraient sur 3 questions: les droits réciproques des citoyens, le respect des engagements financiers du Royaume-Uni et les circonstances particulières de l'île de l'Irlande, de l'accord de paix de Belfast et de la frontière en Irlande. Une fois réglées, ces questions seront incluses dans un accord de retrait juridiquement contraignant, accompagné par une déclaration politique
sur les relations futures entre les Britanniques et l'Union européenne. L'Union européenne fait preuve, comme nous savons bien, d'une capacité institutionnelle particulièrement forte pour mener des négociations et d'une connaissance des acquis communautaires hors pair. Les négociations porteraient sur les relations commerciales futures lorsque des progrès suffisants auront été réalisés dans les négociations. En substance, en vertu du droit du traité sur l'Union européenne, il faudra attendre que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne pour entamer des négociations en tant que pays tiers. Donc, c'est un départ en deux parties. On commence avec le divorce, et puis la suite, c'est le commencement des vraies négociations pour l'avenir. Mais la partie de l'article 50, le divorce, n'est pas le parti constitutionnel pour les relations futures, d'où vient alors la nécessité de quitter formellement, de devenir un pays tiers, et puis de commencer le processus de négociation sur l'avenir. Pour être ratifié, l'accord de retrait devrait être voté par le Parlement européen à la majorité qualifiée du Conseil européen et par les chambres du Parlement à Londres. Les négociations doivent être conclues suffisamment tôt pour que ces procédures de ratification puissent être achevées dans le délai de 12 ans fixé par l'article 50, à savoir le 29 mars 2019. C'était la date cible à laquelle le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne. Les négociations sur les droits des citoyens ont progressé assez rapidement. Au début, le Royaume-Uni s'est montré réticent à s'engager sur le règlement financier, en partie à cause de son ampleur, en partie comme pouvoir de négociation et aussi en raison de quelques dissensions politiques au gouvernement. S'exprimant à la Chambre des communes en juillet 2017, le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a déclaré que l'Union européenne pouvait toujours courir pour les finances. À quoi Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union European Union, a répondu « Je ne vois personne courir, mais l'air tourner. » Alors, et ça c'était la vérité des négociations. Signalant un changement de temps et décidé à montrer l'exemple, la Première ministre a concédé en septembre dans un important discours prononcé à Florence que le Royaume-Uni allait honorer ses engagements financiers. Elle a demandé une période de transition et convenu que, et je cite, « Nous ne pouvons pas quitter l'Union européenne et que tout reste comme avant. Pour nous, la vie sera différente. » L'Union européenne a reconnu qu'il s'agissait d'un pas en avant. Pourtant, lors du Conseil européen d'octobre, le test de progrès suffisant a été jugé insatisfaisant. Pour discuter du passage à la phase suivante des discussions, un déjeuner de travail a eu lieu à Bruxelles le 4 décembre 2017 entre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et Theresa May. La question de la frontière irlandaise était à l'ordre du jour. La Première ministre, prête à faire avancer les choses, a dû interrompre les discussions pour prendre un appel urgent de la part de Darlene Foster, chef du DUP, le parti unioniste en Irlande du Nord, dont le parti fournissait aux conservateurs la majorité suffisante à la Chambre des communes.
Foster a soulevé des préoccupations au sujet des arrangements frontaliers signalés. Il n'y a pas eu d'accord. Les conservateurs, favorables au Brexit, qui, comme les partisans du maintien, avaient totalement ignoré la question irlandaise pendant toute la campagne de référendum, ont ainsi et tout de suite saisi cette occasion et ont rapidement commencé à paraître plus unionistes que les unionistes d'Irlande du Nord eux-mêmes. Le 8 décembre, après toute une nuit de discussions intenses entre le président du Conseil européen, le président Tusk, et le Royaume-Uni sur la question de la frontière irlandaise, Donald Tusk a annoncé que la proposition du Royaume-Uni concernant les conditions de retrait était satisfaisante et que des progrès suffisants avaient été réalisés pour passer à la deuxième phase des négociations de retrait du Royaume-Uni. Dès lors, le rythme et l'intensité politique se sont accrus. Le Conseil européen de décembre suivant a adopté les lignes directrices pour la deuxième phase des négociations sur le Brexit. Les détails de la période de transition ont suivi au cours des premières semaines de 2018. Il s'agissait pour le Royaume-Uni de ne plus participer au processus décisionnel de l'Union européenne après sa sortie, mais que l'acquis continue de s'appliquer pendant toute la période de transition jusqu'en décembre, terminant en décembre 2020. En mars, le président Tusk a exprimé sa frustration face à l'ambivalence sur la question de la frontière irlandaise. Le Royaume-Uni a rejeté l'idée d'une frontière douanière et réglementaire en mer d'Irlande, donc entre l'île de l'Irlande et la Grande-Bretagne. Un projet d'accord de retrait codé par couleur a été publié le 19 mars. Les paragraphes irlandais étaient marqués en jaune en raison d'un manque de clarté quant à la signification pratique des termes convenus en décembre. La loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne est entrée en vigueur au Royaume-Uni à la fin de juin. La Première ministre a préparé les plans pour les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qu'elle a présentés à son cabinet à Chequers le 6 juillet pour décider de la stratégie à suivre et faire évoluer le débat, alors centré sur des éléments triés sur le volet vers des propositions plus réalistes. On a parlé de manger votre gâteau et de le garder en même temps. Et donc, en effet, elle est devenue à Chequers plus réaliste avec ses proches, ses collègues du cabinet. Ce qui a précipité la démission de David Davis, qui était le secrétaire, le ministre pour le Brexit, et Boris Johnson, qui était le ministre des Affaires étrangères. Un livre blanc du gouvernement britannique a suivi le 12 juillet et le 19 septembre à Salzbourg, en Autriche, les dirigeants de l'Union européenne ont déclaré que les plans de la Première ministre, Mme May, ne fonctionneraient pas. Ce fut une humiliation nationale aux yeux de ses critiques. En octobre, Mme May a proposé la création d'une union douanière entièrement britannique, donc comme une phase de transition que Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord vont entrer dans une union douanière avec l'Union européenne jusqu'au point que les négociations futures vont arriver à leur conclusion sur la politique de cette frontière contestée et difficile. Et les officiels irlandais ont soutenu cette proposition et l'Union européenne
a indiqué que l'accord final sur le retrait était proche. Lors de sa publication, le projet de traité de départ a provoqué le chaos politique au Royaume-Uni à la mi-novembre, avec la démission de Dominic Raab, le ministre pour le Brexit numéro 2, qui a pris son Brexit personnel, et d'Esther McVey, secrétaire au travail et aux retraites. Le DUP a dénoncé une trahison et Theresa May a promis quand même de persévérer. Le dimanche 25 novembre 2018, lors d'une réunion spéciale du Conseil européen, les dirigeants de l'Union européenne des 27 ont approuvé l'accord de retrait Brexit tel que présenté par les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Ils ont également approuvé la déclaration politique sur les relations futures entre les deux. S'exprimant à Bruxelles, Mme May a exhorté les électeurs en faveur de la sortie et du maintien à s'unir derrière l'accord, insistant sur le fait que le public britannique ne veut plus passer du temps à discuter du Brexit. Le 10 décembre dernier, craignant une défaite à la Chambre des communes, le Premier ministre annonce le rapport du vote final sur l'accord de Brexit. 2 jours plus tard, jour initialement prévu pour le vote, Theresa May est confrontée à un vote de défiance organisé par qui? Par son propre parti, à l'encontre de sa capacité à mener les négociations sur Brexit. Elle remporte le vote par 200 voix contre 117, mais doit accepter de quitter son poste de Premier ministre après la mise en œuvre du Brexit. Le premier vote significatif de la Chambre des communes sur l'accord a lieu le 15 janvier de cette année. Le gouvernement est battu par 230 voix. La défaite la plus écrasante jamais connue par gouvernement dans l'histoire parlementaire britannique. Le Parti travailliste, tout de suite, dépose alors une motion de censure contre le gouvernement, mais rejetée par le Parlement. Ayant gagné du temps, à seulement 17 jours de l'échéance du Brexit, Theresa May présente une deuxième fois l'accord de sortie de l'Union européenne, armée cette fois-ci d'un ensemble de garanties apportées par un instrument juridique conjoint et une déclaration unilatérale du Royaume-Uni concernant le backstop irlandais ou le filet de sécurité irlandais. Fruit d'une soirée d'entretien, et très tard d'ailleurs, à Strasbourg, avec le président Juncker, ces garanties sont présentées au Parlement la veille du vote. Cette effervescence diplomatique retombe lourdement lorsque le procureur général, préférant la loi à la politique, annonce à la Chambre des communes que des modifications apportées par Theresa May à l'accord de Brexit ne font que réduire le risque pour le Royaume-Uni de rester enfermé dans le backstop, mais que le risque juridique reste inchangé. Et de tout de suite, le pneu était dégonflé. L'accord de Brexit est alors une nouvelle fois rejeté, cette fois-ci par 149 voix. Après un vote serré, les députés continuent et ont rejeté l'éventualité d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Donc, ils ont rejeté le plan de Mme May et de tout de suite aussi, ils ont rejeté l'idée de sortir sans accord. C'est seulement 4 voix, mais quand même, c'est une majorité.
La perspective d'un Brexit sans accord est désormais écartée. Selon la loi britannique, c'est fait, parce qu'ils ont voté pour quitter. Mais quand même, le Parlement a la possibilité d'interrompre le processus. Le gouvernement, évidemment, n'a pas le contrôle. Le 22 mars, les dirigeants de l'Union européenne acceptent une courte prolongation du délai prévu de l'article 50 pour adopter l'accord ou pour, et je le cite, indiquer la voie à suivre. On a été patient mais confusé au niveau européen. Le 29 mars 2019, jour annoncé de longue date pour le Brexit, un troisième vote est organisé sur l'accord de sortie de l'Union européenne. La proposition du gouvernement est rejetée par un écart plus faible de 58 voix. Mais une division entre les partisans du Brexit du Parti conservateur est alors révélée. Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, Dominic Raab et d'autres soutiennent la Première ministre à cette occasion et pour la première fois. Ils reconnaissent à regret que son accord est plus acceptable que de risquer l'abandon du Brexit. À ce moment, le seul accord disponible dans la Chambre des communes porte sur ce qu'ils ont rejeté et non sur ce qu'ils accepteraient. Cette confusion est alors exprimée par un Premier ministre las qui conclut, et je le cite, « Cette Chambre a rejeté une sortie sans accord. Elle a rejeté l'abandon du Brexit. » Mercredi, elle a rejeté toutes les 8 variantes des accords, de l'accord présenté. Et aujourd'hui, elle a rejeté l'approbation de l'accord de retrait seul et la poursuite d'un processus dans le futur. Theresa May craint que le Royaume-Uni soit désormais contraint de tenir des élections pour le Parlement européen. Lors d'un sommet européen sur le Brexit en avril, le Royaume-Uni se voit accorder une extension de la date limite prévue à l'article 50 au 31 octobre de cette année, dans les mois qui viennent. La Première ministre, aux grandes dames de ses députés inflexibles de l'arrière-ban, finit par franchir la Chambre des communes et engage les pourparlers avec le Parti travailliste. Leurs divergences concernant une union douanière permanente et un second référendum conduisent à l'impasse et mettent fin aux discussions à la mi-mai, sans qu'un accord ait été trouvé. Theresa May cède face à la fatalité de la situation et accepte de quitter ses fonctions à la tête du Parti conservateur. Et le 7 juin, il y a quelques jours, elle a fait cela et elle reste maintenant Premier ministre par intérim en attendant l'élection d'un nouveau chef de parti. Même que j'ai parlé beaucoup, c'est un très bref aperçu des détails. Et ce bref aperçu des dates et événements marquants ne fait qu'effleurer la période la plus dramatique de l'histoire récente du Royaume-Uni. Theresa May a assisté à une vague de démissions ministérielles sans précédent, tant au niveau de son ampleur et de sa rapidité. Sur les 50 démissions depuis les élections de 2017, 33 seraient imputables au désaccord sur la question du Brexit, ce qui a progressivement ébranlé sa position. Parmi les politiques de premier plan à avoir démissionné figurent David Davis, Boris Johnson, Dominic Raab, Esther McVey et Andrea Leadsom. Ces 4 derniers
s'élevant contre la direction du Parti conservateur pour des raisons mixtes. Ils ont voté contre le texte comme rédigé à Chequers, opposition plein le projet d'accord avec l'Europe, opposition à l'accord de retrait concret après être publié. Ils ont démissionné sur le vote à l'encontre du whip du gouvernement lors des votes de la Chambre des communes sur la question du Brexit. Ils ont quitté avec l'engagement de pourparler avec Jeremy Corbyn. Ils ont quitté en opposition de l'extension à l'article 50. Donc à chaque pas, on a eu des gens qui ont quitté. Alors, ça c'est les détails. Quelques remarques. Le battage médiatique était permanent. Westminster apparaissait souvent le soir sur les écrans de télévision telle une mission de télé-réalité qui n'en finit pas. Les députés devaient affronter quotidiennement les protesteurs pour et contre le Brexit. Certains ont quitté leur whip de parti pour créer un nouveau parti, Change UK. De nombreux députés ont été menacés de rejet, accusés de trahison parce qu'ils exprimaient leurs profondes convictions de manière ouverte, honnête et intègre. Il n'y avait aucun répit. Le président du Parlement, John Bercow, dont les retentissants rappels à l'ordre se sont régulièrement fait entendre, est en quelque sorte devenu une célébrité et pas seulement au Royaume-Uni. Order! Et 6 millions de personnes ont signé une pétition adressée aux législateurs pour renoncer au Brexit. Des manifestations de masse et des marches étaient organisées par les deux camps. Les propos ont redoublé de virulence. Le débat s'est durci. Des mots comme humiliation, capitulation, libération, asservissement, État vassal, traîtrise, trahison, colonisation se sont introduits dans le débat public quotidiennement. Si Theresa May avait l'espoir de conclure une entente avec l'Union européenne et de préserver l'unité du parti, elle s'est avérée vaine. Elle s'est tournée en dernier recours et très tardivement vers le Parti travailliste, espérant obtenir le soutien suffisant pour parvenir à un accord de Brexit à la dernière minute. À la fin, comme tout au long de l'affaire, Jeremy Corbyn a entretenu une ambiguïté constante, avec l'espoir de connaître une élection anticipée et de faire son entrée à Downing Street, comme il l'aurait préféré en premier lieu. Ceci étant, inutile de s'imaginer que la situation aurait peut-être tout autre si des propositions permettant d'aboutir à un consensus entre les partis avaient été faites dès le début, car peut-être pas. Mal préparé et sous-estimant la mission à accomplir, May a décidé d'invoquer l'article 50 plus tôt peut-être qu'il ne l'aurait fallu. Theresa May a annoncé sa démission le 24 mai en reprenant la formule, je le cite, « N'oubliez jamais que compromis n'est pas un vilain mot, la vie dépend du compromis. » Quel dommage qu'elle n'ait pas entamé son mandat avec cette idée, une leçon apprise trop tard qui lui aurait permis d'emprunter un autre chemin.
Le Parti travailliste et le Parti conservateur ont tous les deux fait campagne pour la mise en œuvre du Brexit dans leur manifeste électoral de 2017, après la notification à l'Union européenne au titre de l'article 50. Ils n'ont pas réussi à collaborer. Ainsi, pour la première fois lors des élections locales, et plus récemment, et de façon plus spectaculaire lors des élections européennes, les électeurs les ont délaissés. Pendant un certain temps, Nigel Farage, à l'image du personnage de Bram Stoker, Dracula, n'était sur le plan politique ni vivant ni mort, mais plutôt mort-vivant. À son retour au crépuscule de cette histoire, avec son nouveau parti du Brexit, il a planté ses crocs dans les partis établis pour en souquer le sang. Et il a connu une victoire éclatante. 6 semaines après sa création, il obtient 31% des voix et 29 sièges. M. Farage va porter une délégation aussi nombreuse que la délégation du CDU de Mme Merkel au prochain Parlement européen, 6 semaines après la création de son parti. Le Parti travailliste vaincu se retrouve en 3e place avec 10 sièges et ils ont perdu beaucoup de sièges. Le Parti conservateur a reçu le plus petit nombre de voix de toute son histoire et termine 5e avec 8% des suffrages, ne décrochant que 4 sièges et perdant 15 membres du Parlement depuis 2014. Et parmi les autres, les grands vainqueurs étaient le Parti libéral-démocrate, 20% des voix, 16 sièges, les Verts, 12%, 7 sièges, et les partis nationalistes écossais dans le Pays de Galles, et même dans la politique qui ne change pas du tout en Irlande du Nord. Depuis les premières élections en 1979, les élections directes, les unionistes toujours ont gagné 2 sièges et les nationalistes un seul siège. Cette fois-ci, 2 sièges non-unionistes pour la première fois. Donc ça montre que tout le monde a bougé, pas seulement le parti de Brexit de M. Farage. Maintenant, le pays est polarisé. La situation politique est volatile et il règne un climat insurrectionnel. Les vainqueurs sont repartis entre les partis les plus europhobes et les partis les plus europhiles, et on a vidé un peu le centre qui était déjà là. Le message d'adieu de Theresa May, selon lequel la vie dépend du compromis, risque d'être une graine semée dans un sol aride. 10 candidats contestent officiellement maintenant de l'élection du Parti conservateur. Ceux-ci feront l'objet d'une série de votes de la part de leurs collègues. Et aujourd'hui, on a eu la première partie qui n'est pas dans le texte, mais les 313 députés ont voté. On a éliminé 3 candidats parce qu'ils étaient inférieurs du seuil prévu de 9 voix. Et M. Johnson a gagné un peu plus d'un tiers des votes. Et les autres votes, donc, parmi les autres candidats. Et donc, ça sera sans aucun doute vers le fin, le compte de Boris et le compte de tout sauf Boris. Donc, ça, c'est plus ou moins ce qui va émerger. Et les votes au sein du Parti conservateur sont limités aux membres du parti, ce n'est pas un vote plus élargi. C'est un parti avec plus de 100 000 membres, même peut-être 150 000, je ne sais pas exactement, parce que selon les journaux, ça change un peu. Mais quoi que ce soit, c'est plutôt âgé,
pas trop de femmes et plutôt pour le Brexit dur. Donc, on peut deviner, si on voudrait faire un pari, quel type de message puisse gagner une majorité. Mais cette majorité peut porter l'appui du parti, mais pas forcément l'appui du pays, qui est une autre chose, même ni l'appui du Parlement. Donc, dans le liste, ils vont réduire le liste. 3 sont éliminés aujourd'hui. Mardi prochain, on va éliminer des autres et puis on va continuer. Et il y aura un mois disponible pour les 2 survivants. Si 2 restent pour faire le contest, imaginez-vous un moment que Johnson gagne une forte majorité de ceux qui votent. Peut-être un deuxième voudrait retirer sans entrant dans la polémique à l'intérieur du parti. Donc, cela dépend. Mais j'ai parlé déjà des sondages au sein du parti. Mais ce qui est bien évident, que vers la fin de juillet, je pense que c'est le 22 de juillet maintenant, ils vont nommer un nouveau Premier ministre. Et ce monsieur, et ce sera un monsieur parce que les 2 dames qui ont contesté sont déjà éliminées, donc ce monsieur doit préparer la voie. Il y a la conférence du Parti conservateur qui se tiendra à fin de septembre et d'octobre. Et la prochaine étape dans le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne se situe à la fin du mois d'octobre, comme on a déjà dit. Le Brexit a accaparé l'attention de la politique britannique pendant des mois. Il existe, malgré tous les signes indiquant que certains candidats conservateurs cherchent à inclure d'autres questions à l'ordre du jour, mais que jusqu'à ce que ce problème de Brexit soit résolu, le Brexit continuera d'assombrir l'île impériale de Shakespeare. Nous conclure aucun accord à tout prix risque de provoquer un vote de censure du Parlement dans une Chambre des communes qui a déjà rejeté à 3 reprises cette option. Dans ce scénario, les conservateurs qui subsistent dans leur rébellion remplaceraient les conservateurs autrefois rebelles et auraient en leur pouvoir le vote critique décisif. Une élection anticipée comporte le risque d'une victoire de Corbyn qui sera abominable pour la plupart des conservateurs, mais peut-être moins dur pour certains députés conservateurs que la perspective d'un Brexit difficile. Ce scénario sera une aubaine pour Nigel Farage, emporté par l'émotion d'une perspective d'assaut électoral contre les élites rétrogrades de Westminster de son point de vue. Le parti du Brexit peut recueillir les votes des 2 principaux partis, mais comme le montre la récente élection partielle de Peterborough, il est plus probable qu'ils proviennent des électeurs conservateurs mécontents. Lors d'une élection générale, à mon avis, Corbyn devrait cesser de tergiverser et lancer un second référendum. Ce faisant, il risquerait de perdre des votes tout en limitant néanmoins la fuite des suffrages exprimés vers les libéraux-démocrates et les Verts qui ont été sans équivoque pour le maintien de Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Bref, pousser vers un Brexit difficile à n'importe quel prix peut entraîner le résultat opposé. Je ne l'attends pas, mais c'est une forte possibilité. Certains candidats ont suggéré de demander à la reine de proroger le Parlement jusqu'à un acte de non-accord ait été conclu. John Bercow, le Speaker, a insisté sur le fait que le Parlement ne pourra en aucun cas éluder cette question. De plus, à mon avis, la perspective d'attirer Sa Majesté la Reine dans le champ des mines politisées risque fort d'être rejetée car considérée comme n'étant pas constitutionnelle.
la négociation d'un nouvel accord avec l'Union européenne, vaguement précisé, a été présentée par au moins un candidat éminent. À l'exception d'une ouverture pour revoir la déclaration politique sur les relations futures, rien n'indique que l'Union européenne soit disposée à rouvrir ou à modifier l'accord de retraite. Ne pas payer le règlement financier conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ou retarder son échéancier de paiement pourrait bien jouer en faveur des conservateurs, mais empoisonnerait les relations futures avec l'Union européenne et minerait toute la crédibilité du Royaume-Uni en tant que partenaire de négociation fiable. Le problème politique est plus anglais, et je dis anglais, pas britannique, que européen. Et si une solution doit être trouvée, c'est davantage à Londres qu'à Bruxelles qu'elle doit l'être. Ceci est un fait, à mon avis, qui ne changera pas avec un changement de leader. Le Brexit est peut-être l'espoir de ceux qui l'ont voté, mais il s'agit d'un espoir fragile, dont l'héritage contribuera idéalement au bien commun, mais dont l'échec pourrait entraîner la perte de la politique britannique. La décentralisation constitutionnelle du Royaume-Uni, qui a été perturbée par la décision de quitter l'Union européenne, l'Écosse et le Pays de Galles ne sont pas satisfaits de leur marginalisation dans le processus de négociation. L'Écosse se prépare peut-être à organiser un autre référendum sur l'indépendance. Un sondage publié dans le Sunday Times a révélé que 53% des Écossais seraient en faveur de l'indépendance dans l'éventualité d'un Brexit sans accord. Un référendum en Irlande du Nord sur l'unité irlandaise dans le cadre de l'accord de Belfast, quel que soit le moment choisi, je ne l'attends pas assez vite, mais quel que soit le moment choisi, aura probablement lieu à la suite du Brexit. Les prévisions laissent penser que toutes les régions du Royaume-Uni, de toutes les régions, que c'est l'Irlande du Nord qui subirait les effets économiques les plus dramatiques du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. La Grande-Bretagne a enregistré une stagnation de la productivité au cours de la dernière décennie. La production horaire n'ayant augmenté que 3,5% entre 2008 et 2018. Parmi les grands pays à revenus élevés, seule l'Italie a connu une croissance inférieure. Bien que le taux d'emploi soit relativement élevé en Grande-Bretagne, il s'agit d'une grande partie de travail précaire avec des contrats de 0 heure. Les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux. Cela a certainement grandement alimenté l'insurrection aliénée des ouvriers. Il s'agit de problèmes sociaux réels qui ne se limitent pas au Royaume-Uni, évidemment, mais pour lesquels le fait de rester dans l'Europe ou de la quitter n'était pas la question pertinente et ne fournira pas de réponse pertinente, parce que c'est une autre chose. Pour éviter la perception d'un retrait nationaliste du monde, le Brexit a été revêtu du slogan « Global Britain », qui n'est pas sans rappeler le légendaire empereur de Hans Christian Andersen. Le président Trump n'a pas manqué d'encourager le Royaume-Uni à s'éloigner autant
que possible de la réglementation européenne et il a promis de conclure un excellent accord commercial. Les États-Unis constituent déjà la plus grande destination d'exportation du Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne et la plus grande source d'investissement étranger direct et indirect au Royaume-Uni. C'est déjà une performance en termes de commerce et d'investissement digne d'une médaille d'or et qui est difficile, peu importe les circonstances, et notamment avec la logique mercantiliste America First de l'administration de Trump. La Chine et l'Inde occupent aussi une place prépondérante dans la logique des futurs accords commerciaux britanniques. Permettez-moi, comme Irlandais, de vous dire que selon les statistiques officielles du commerce britannique, les exportations britanniques vers l'Irlande sont en valeur 1,5 fois supérieure à celle du Royaume-Uni vers la Chine et 4,9 fois supérieure à celle du Royaume-Uni vers l'Inde. L'Irlande compte 4,86 millions d'habitants. La Chine et l'Inde réunies comptent 2,75 milliards d'habitants. Donc, il y a une réalité et il faut reconnaître la réalité pour faire passer vers des vraies solutions. Et donc, pour terminer, quelques remarques, mais très brèves sur l'Europe. Si le Brexit a accaparé l'attention de la politique britannique, il n'a pas non plus laissé de côté la politique européenne. Un premier acte de désintégration de l'Union européenne est un moment charnière regrettable, mais psychologiquement, les dirigeants européens vont de l'avant. Ils ont dû aborder cette question lors de 12 sommets européens et ils n'ont pas encore terminé. L'Union européenne doit s'occuper, comme nous savons bien, avec ses propres affaires. Le prochain sommet fournira une mise à jour sur le Brexit le 20 et le 21 de juin, en quelques semaines. La réunion inaugurale du nouveau Parlement européen aura lieu le 2 juillet. La première occasion d'élire un nouveau président de la Commission aura lieu le 11 juillet. Les auditions des commissaires désignés auront lieu en septembre et octobre prochain. Le nouveau collège des commissaires sera élu lors de la deuxième séance plénière du Parlement au mois d'octobre. Le nouveau président prononcera un discours d'orientation inaugural pour le prochain mandat de 5 ans ce jour-là. S'en suivra ensuite, début novembre, la nomination du nouveau président du Conseil européen. Et nous savons bien que les problèmes économiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques auxquels l'Union européenne est confrontée ne manquent pas. 3 ans après le référendum, la question britannique de l'Union européenne reste aussi incertaine et contingente qu'elle ne l'a jamais été. L'impatience de clore ce dossier a augmenté. Faire les choses rapidement ou bien faire les choses. Eh bien, je souligne faire des choses est un défi auquel les deux parties doivent encore faire face, et les Britanniques et les Européens. Un face-à-face ennuyeux maintenant entraînera des négociations encore plus complexes en matière de commerce, de règlement des différends, d'équivalence de normes, de pêcherie, de justice, de sécurité et de défense. Avec autant d'intérêts en jeu, il convient de ne pas sous-estimer les complexités politiques et techniques et le calendrier de la deuxième phase des négociations, même dans les conditions
relativement favorable d'une stratégie de sortie convenue. Et donc, pour conclure, j'ai terminé avec une très petite citation du rock band U2, dans le band de fameux Bono. Ni avec toi, ni sans toi. With or without you, I can't live with or without you. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était un peu long et un peu lourd, mais vous êtes très attentifs et je l'apprécie beaucoup. Maintenant, c'est un grand honneur pour moi d'inviter Emmanuel Bichet de prendre la parole et de partager avec nous les aspects suisses britanniques de cette question. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement, M. Pat Cox, pour votre accueil chaleureux ainsi que vos collègues. Comme fonctionnaire fédéral suisse, vous comprendrez bien que je ne vais pas commencer à commenter la politique au Royaume-Uni, mais j'ai écouté avec grande attention et je ferai juste une remarque. Ce que vous avez dit avec brio et éloquence ressemble, en tout cas pour ce qui est des dirigeants britanniques, à un véritable chemin de croix depuis 2016. On peut dire ça comme ça. Et je dirais même que, comme tout est relatif, on pourrait dire que la négociation que la Suisse est en train d'entreprendre, a entrepris déjà depuis un moment et continue à entreprendre avec l'Union européenne en ce qui concerne notre accord institutionnel, ressemblerait presque en miroir avec ce qui se passe à Londres, disons à un pique-nique entre amis. Donc c'est vrai que tout est relatif et ça nous fait relativiser un petit peu ce que l'on vit ici en Suisse. Alors je serai bref parce que ça permettra aussi d'avoir plus de temps encore pour les questions. Je vais vous dire quelques mots sur la perspective du Conseil fédéral, sur le Brexit et les relations avec le Royaume-Uni dans ce contexte. Déjà des faits sur le plan économique, politique, migratoire. La Suisse considère le Royaume-Uni comme un partenaire très important. C'est, en termes économiques, le 6e marché d'exportation pour la Suisse, c'est le 8e investisseur en Suisse, plutôt le 8e importateur en Suisse, et le 4e investisseur direct en Suisse. Alors, aujourd'hui, les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni sont régies par, justement, nos accords bilatéraux avec l'Union européenne, ce qui ne sera évidemment plus le cas lorsque le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Donc il a fallu trouver et imaginer des solutions dans cette perspective. Ce que la Suisse et le Conseil fédéral souhaitent faire, et c'est la logique de sa stratégie, c'est non seulement maintenir les relations telles qu'elles existent maintenant, dans toute la mesure du possible, mais également identifier des domaines dans lesquels on pourrait intensifier cette relation. Alors, pour ce faire, le Conseil fédéral a mis en place une stratégie qu'il appelle, et ça fait souvent sourire nos amis britanniques, la stratégie Mind the Gap. C'est ce que vous voyez dans le métro à Londres, pour éviter de tomber quand vous montez dans la rame de métro. Voilà. Donc, cette stratégie Mind the Gap, comme je vous l'ai dit, vise à essayer de maintenir dans toute la mesure du possible les liens existants. Et pour ce faire, on a conclu 5 accords avec le Royaume-Uni qui sont déjà quasiment tous. Un sera signé tout prochainement, mais les 5 premiers sont déjà signés. C'est dans le domaine du commerce, dans le domaine de la migration, dans le domaine des assurances et dans le domaine du transport terrestre et aérien. Il faut savoir que le transport aérien est particulièrement important. Nos relations aériennes avec le Royaume-Uni sont les plus intenses que l'on connaisse, juste après nos relations aériennes avec l'Allemagne. Donc on a près de 60 000 vols par année entre la Suisse et le Royaume-Uni. Voilà, donc on a conclu ces accords, et l'idée c'est qu'ils rentrent en vigueur, quel que soit le scénario au fond, qu'il y ait un accord finalement en vigueur entre les Britanniques et l'Union européenne, ne changera pas en ce qui concerne nos accords la situation, puisque dès que l'Union européenne considérera et dès que le Royaume-Uni sera sorti effectivement de l'Union européenne, ces accords trouveront à s'appliquer. Alors je vous l'ai dit, on essaye dans toute la mesure de maintenir les droits et obligations existants. Il faut être clair, on ne pourra pas, en cas de sortie dure, sans transition avec l'Union européenne, maintenir exactement le même niveau de liens, de droits et d'obligations. Je vous donne un exemple. Nous avons avec l'Union européenne un accord sur la reconnaissance mutuelle des normes et aussi des pratiques communes en matière de surveillance sanitaire et de contrôle des frontières, et en particulier douanier. Et ça, évidemment, signifie qu'on fait partie de cet espace commun européen. Si le Royaume-Uni sort de cet espace commun, il va de soi que nous allons devoir, nous n'avons pas le choix, nous ne pourrons pas compenser ça bilatéralement, réintroduire un certain nombre de contrôles, justement en matière douanière, sanitaire, et en matière de contrôle des normes. Ça, on ne pourra pas l'éviter.
Mais pour le reste, en tout cas, on pourra, dans la mesure du possible, limiter les inconvénients. Pour terminer, j'en finis là. Au-delà du maintien des liens actuels, je l'ai dit, on essaye aussi de développer un certain nombre de perspectives. Alors, ce qu'on est en train de faire maintenant avec nos collègues britanniques, c'est d'identifier les domaines dans lesquels on pourrait imaginer intensifier notre relation. Là, on est à 2 pas de l'EPFL. Je dirais qu'évidemment, un domaine est clair, c'est la recherche. Si on regarde les chiffres en Europe, le Royaume-Uni et la Suisse sont vraiment en pointe dans ce domaine. Et là, on pourrait imaginer une coopération renforcée à plus long terme. Alors, je m'arrête là pour laisser encore de la place à l'échange et aux questions du public. Merci de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions parce qu'on peut passer les micros? J'ai Patrick de Gondely. J'ai 2 questions. D'abord, est-ce que l'avenir de la question du Brexit ne dépend pas beaucoup du Parti conservateur et de son choix du futur Premier ministre? Et l'avenir peut être assez différent. Est-ce que l'avenir ne sera pas assez différent selon le choix du Premier ministre? Et comment voyez-vous ce choix? Ça, c'est une première question. La deuxième question, en cas de Brexit dur, ne pensez-vous pas qu'on s'achemine rapidement vers la fin du Royaume-Uni lui-même? C'est-à-dire l'Écosse quittant le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord envisageant son rattachement à l'unité irlandaise. Et évidemment, ça aura des conséquences aussi pour l'Europe, parce que ça signifierait la fin de la Royal Navy et une catastrophe sur le plan géostratégique de ce point de vue-là. Donc, voilà mes deux principales questions. Merci pour votre conférence. J'ai une question. Puisque vous êtes irlandais, président du mouvement européen, avez-vous, au cours de la campagne avant 2016, juin 2016, parlé de la question irlandaise? Parce que, comme vous l'avez bien dit, personne n'en parlait. J'ai d'abord une remarque préliminaire concernant la position de la Suisse. Je suis moi-même suisse, donc je me suis posé la question si le Conseil fédéral a mûri sa réflexion de savoir que de faire des accords avec la Grande-Bretagne avant le Brexit n'avait pas des effets négatifs sur les négociations que l'on mène pour l'accord institutionnel. Mettons-nous un peu dans la position de l'Union européenne quand on voit la Suisse faire ce qu'on appelle un Alleingang. Concernant votre conférence, Monsieur Cox, il y a une chose, j'ai toujours été contre le Brexit, mais aujourd'hui je suis pour. Parce que, comme je l'ai écrit, la plaisanterie a assez duré. Et est-ce que vous pouvez nous assurer que le 31 octobre, ça sera enfin terminé? Parce que si on continue, la grande victime, ce sera l'Union européenne, et les conservateurs britanniques et les pro-Brexit et les Farage auront absolument réussi ce qu'ils veulent. Je cite ici un journaliste français, Dominique Seux, qui s'est demandé si en fait le Brexit, ce n'était pas un plan avec l'appui de Trump pour faire échouer l'Union européenne. Donc, nous n'avons pas de problème avec Bruxelles du fait de nos négociations avec Londres, tout simplement parce que nous avons eu régulièrement des contacts avec Bruxelles. Donc la Commission et les collègues qui s'occupent notamment la Task Force 50 du Brexit savent exactement ce qui se passe aussi avec la Suisse, puisque le Royaume-Uni les informe. Et puis, il y a toujours un échange et une ouverture. Donc il n'y a pas eu de conséquences négatives de nos négociations à l'égard de notre relation avec l'Union européenne, tout simplement aussi parce que ces accords ne déploient aucun effet tant que le Royaume-Uni n'est pas sorti. Donc ça ne s'appliquera que quand le Royaume-Uni est un État tiers pour l'Union européenne. Donc là, il n'y a pas eu de souci de ce point de vue-là. Et en termes de substance, il y a aussi un intérêt, évidemment, puisqu'il y a une circulation intra-européenne avec ou sans Brexit qui va continuer en passant par Londres, que beaucoup de gens voyagent un peu partout en Europe, et que ce serait aussi l'intérêt de l'Union européenne si nous sommes aussi prêts en cas de Brexit pour essayer de limiter au maximum les dégâts, pas seulement pour les Suisses, mais aussi pour des ressortissants de l'Union européenne qui habiteraient en Suisse. Voilà. Pour ces deux raisons, il n'y a pas eu de difficulté. Merci. Alors, sur la question qu'on a posée sur le choix d'un nouveau Premier ministre, vous avez bien sûr les personnalités. Donc,
qu'il a, mais n'importe quel choix, à mon avis, en toute probabilité, sauf pour un seul candidat dont le nom est Rory Stewart, qui a été le dernier d'aujourd'hui dans les votes pour le moment. Peut-être qu'il sera éliminé une prochaine fois, je ne sais pas. Sauf pour lui, tout le monde parle d'un Brexit et d'un Brexit aux dates prévues. Ça, c'est au moins une tactique pour être élu comme chef du parti. Mais des tactiques, comme on a montré, ne sont pas forcément une bonne base pour faire la stratégie. Et vous avez ceux qui voudraient être le leader, qui ont déjà un bilan de mensonges pendant les campagnes. Et donc, je ne peux pas, pour dire la vérité, dire quelle sera la stratégie après avoir été élu. Parce que dans la première place, à mon avis, quelqu'un qui sera élu voudrait survivre et de courir le risque d'une élection écrasante pour son propre parti, d'être décapité par l'électorat n'est pas le souhait de n'importe qui, sauf les stupides. Et donc, je voudrais distinguer entre le très court terme et le moyen terme dans la réponse pour cette question. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va passer, évidemment, mais je pense qu'il faut un peu subtiliser la partie en avant d'être élu comme leader à la réalité. Parce que je pense que le Parti conservateur, vu les résultats de M. Farage, n'attend pas une élection prématurée. Vous avez posé la question sur l'Écosse et l'Irlande du Nord. Je pense que la politique est très perturbée depuis Brexit et que le risque d'une désunification du Royaume-Uni est plus fort aujourd'hui qu'en avant du référendum. Plus fort, il s'agit de quoi? Je ne peux pas dire. Mais je pense, sans avoir un calendrier, ni court terme, moyen terme, long terme, mais je pense qu'on a fragilisé les liens et que c'était plutôt un nationalisme anglais qui était la base du vote pour quitter. Et que donc il y aura entre les quelques composants nationaux du Royaume-Uni, d'ici au futur, cette perturbation va s'exprimer. Au point de vue géostratégique, je pense que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, n'importe quel type de Brexit, va affaiblir et le Royaume-Uni et l'Union européenne au point de vue de géostratégie. Sans parler des détails de Royal Navy, c'est tout un paquet d'affaiblissements dans un monde en ce moment où vous avez plus de leaders agressifs et nationalistes dans leurs propres intérêts. Monsieur Trump, qui voudrait embrasser les Britanniques pour faire de leur commerce, c'est une embrasse d'un mercantiliste America First. Ce n'est pas dans les intérêts du peuple britannique. Et c'est la raison pour laquelle il renforce son message en visitant la Grande-Bretagne et l'Europe contre l'Europe, parce que l'Europe, c'est nos défendeurs, vous sa taille. Si on fragilise l'Europe, on va donner un cadeau de diviser et régner à ceux qui sont à l'extérieur. Sur les dates, attends, si je voudrais faire un pari sur les chevaux dans le contest en Grande-Bretagne, et puis encore un pari sur les dates, bon, ça sera un gaspillage de mon argent. Je ne peux pas devenir, je ne sais pas. Vous avez les deux tendances. Monsieur Macron a exprimé une tendance très claire, impatience, il faut terminer ce débat interminable. Mais n'importe quoi, le 31 octobre, le 1er novembre, il faut que nous frappions à nos portes respectives parce qu'il y a du business à faire.
il y a des négociations à mener. Et donc, à mon avis, mieux d'éviter le pire s'il est possible. Je ne sais pas s'il est possible. Et donc, je pense, et ce n'est pas que je souhaite, je pense malheureusement qu'on sera marqué par le Brexit. Dur ou non, vite ou non, pour des années et des années qui viennent. La première partie de se divorcer, c'est la partie simple. Deuxième partie, imaginez-vous la fragilisation de l'unité européenne, vous les intérêts nationaux des uns et des autres. Imaginez-vous la nécessité, s'il est nécessaire constitutionnellement, d'avoir des votes de ratification dans chaque Parlement national. Imaginez-vous que dans chaque Parlement régional, en Belgique, qu'il faut avoir un vote de ratification. Donc, rien de complexe, à mon avis, aujourd'hui, vous, l'avenir qu'on peut anticiper. Et ça, c'est le problème. N'importe quelle date qu'on voudrait choisir, le lendemain, il faut penser des relations futures parce qu'il y a des liens très forts, n'importe quoi. Les Britanniques vont quitter l'Union européenne, ils ne vont pas quitter l'Europe. With or without you. I can't live with or without you. Oui, Président, vous qui avez en tant qu'Irlandais certainement une connaissance psychologique plus intense que ni un Suisse ni un Français peut avoir des tréfonds de l'âme anglaise, pour parler britannique. Monsieur Johnson, qui est un provocateur, à la limite un humoriste, un fantaisiste, un personnage qui s'amuse dans la vie, qui aime bien faire ce qui lui plaît. C'est donc pas un idéologue. C'est quelqu'un qui peut très bien, s'il est élu président du Parti conservateur, surprendre, je ne sais pas, psychanalytiquement, peut-être qu'il a gagné et qu'il a remporté son titre de Premier ministre par rapport à son grand concurrent Cameron. Il peut peut-être dire maintenant, je fais ce que je veux, et je change complètement de stratégie, et je vais faire en telle sorte qu'il y ait un autre référendum, ou qu'il y ait des nouvelles élections, ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que c'est pas improbable, ou c'est pas exclu qu'un personnage comme ça soit impossible à prévoir, et que dans le cas où maintenant on envisage le pire, quelque chose de moins catastrophique puisse arriver? Je prends peut-être mes désirs pour des réalités. Attends, la question sur l'Irlande, moi je n'ai pas participé dans le référendum, ce n'est pas parce que je n'ai pas des points de vue, mais moi je suis un grand participant des référendums européens chez moi en Irlande, et toujours quand M. Farage et des autres sont arrivés pour contester sous notre constitution notre choix national, j'ai rejeté intellectuellement l'idée que celui vient de l'extérieur pour insister sur son point de vue parce que c'était notre choix. Et donc, logiquement, je n'ai pas me mélangé pendant cette période de référendum. Ça, c'est ma vérité. Excusez-moi, il y a des autres questions ici. Merci beaucoup. J'ai une question pour M. Fox. Mr. Cox, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Et comme on dit en gaélique, mille Weihesfischischen Gewunder. J'ai une question sur l'Irlande du Nord. Est-ce que vous aurez même le début d'une solution pour ce qui se passe pour la frontière irlandaise après le Brexit? Comme vous le savez, c'est une question qui nous interpelle tous les jours et on ne voit absolument pas de solution. Alors, de votre point de vue, est-ce qu'il y a des choses à faire, même pour essayer je ne sais pas, de porter une lueur d'espoir dans cette situation catastrophique? Oui, il me semble que un des problèmes, ça a été au moment du référendum, les mensonges éhontés
qui ont été peut-être décisifs pour le résultat. Et puis aussi le fait que le rôle de la presse aurait été d'examiner et de dénoncer les mensonges. Est-ce qu'il y a la moindre possibilité de lutter pendant ou après contre les mensonges qui ont décidé des votes? Et est-ce que ça ne suppose pas qu'on examine le processus même du référendum? Alors, dans trois questions, si vous voudriez ajouter un mot. Sur un fantaisiste comme Premier ministre, c'est une bonne question et difficile à prévoir n'importe quoi de son part. À mon avis, s'il arrive au pouvoir, à Downing Street, il voudrait être là pendant un temps et pas d'être jeté sur la roue il y a quelques semaines ou quelques mois plus tard. D'où vient mon idée que peut-être il faut distinguer des tactiques électorales et des stratégies comme élu. Mais peut-être c'est que j'espère pour trop. Mais il faut quand même compter que la politique est la politique. Et de critiquer un homme politique pour faire la politique, c'est comme critiquer le chien pour aboyer. C'est la nature de l'animal. Mais on parle d'un animal très particulier, je vous accepte avec M. Johnson. Mais quand même, c'est un peu comme cela. Pour moi, j'aimerais bien un peu attendre. Par exemple, vous, les finances, les autres choses, il a soulevé toutes les questions, mais c'est pour être le big man, le grand patron pour le moment. Mais face aux Européens unifiés, solides, avec leur point de vue qui n'a pas changé depuis les négociations, je pense soit il doit quitter avec un Brexit dur, ou de ralentir un peu toutes ces hypothèses pour être élu. Et donc, attendant. Pour ce qui concerne la frontière irlandaise et la possibilité d'une catastrophe, le problème existe à quelques niveaux. Vous avez, et ça sera dans le texte publié, les phrases exactes de l'accord de retraite de Grande-Bretagne dans le texte. J'ai pas le citer ici. Il y a des problèmes. Premièrement, c'est une frontière. Vous avez évidemment des frontières autour de la Suisse. Nous avons une frontière de 500 km. Nous avons 300 points, quelque chose comme cela, où on peut passer d'un côté à l'autre. Nous avons, depuis le processus de la paix, une ouverture à la frontière qui est totale. Nous avons des étudiants qui habitent l'Irlande du Nord, qui étudient dans la République irlandaise. Nous avons des malades qui passent en Irlande du Nord, aux hôpitaux, et reviennent chez eux après. Nous avons les petits commerçants au sein de l'Union européenne, au sein du marché unique, au sein de l'Union douanière, qui font beaucoup de la commerce, petit commerce, mais beaucoup, avec beaucoup d'emplois liés à cela, sans aucun problème. Et ils ne sont pas bien préparés. Bien sûr, ils savent bien qu'il y a des trucs à faire, mais des petites entreprises ne s'engagent pas dans des grandes stratégies. Il faut survivre chaque jour. Et donc, ils ne sont pas bien préparés. Et autour de cela, au sein de cela, nous avons un contexte politiquement très divisé. L'Irlande du Nord a voté pour rester. Dans les Européens, 2 des 3 sièges étaient des votes, en effet, pour rester. Et un des sièges, le DUP, un siège pour quitter. Et donc, c'est politiquement divisé. Et puis, malheureusement, depuis une année, on a
vous à la télévision. Pour moi-même, on a dû survivre avec cela en Irlande du Nord, remonter des actes terroristes. Pas au niveau du passé, heureusement, mais un jeune journaliste a été tué il y a quelques semaines. En faisant quoi? En prenant des notes. Dans la rue. Elle a été tuée. On a eu des bombes contre les polices. Il y a pas mal de choses comme cela. Et nous avons échappé de cela. Et nous avons un espoir total national. N'importe quoi, s'il vous plaît, nous reporte encore une fois des blocages frontaliers et de faire muscler des âmes qui étaient morts dans notre histoire, dans nos espoirs, mais qui puissent peut-être seulement morts vivants en attendant un retour plus féroce. Donc pour nous, à chaque niveau, de la commerce, de la vie quotidienne, des soucis autour du terrorisme, c'est vraiment quelque chose de très primordial. Et on est très agité. Et même que nous sommes aussi préparés que possible, on ne peut pas préparer pour une rupture très difficile, n'importe quoi. Vous, les mensonges et tout cela, à mon avis, même que la question était oui ou non à l'Union européenne, je pense que la réalité n'était pas quelque chose de l'Europe, que c'était plutôt une chose d'identité nationale, qui est un peu partout. Ce n'est pas seulement britannique, mais l'expression britannique de tout cela, à mon avis, était une politique identitaire, anti-immigrant, col bleu aligné du système marginalisé, de l'emploi précaire, tout un paquet de choses. Et comme j'ai déjà dit, de poser la question oui ou non à l'Europe n'est pas la question pertinente et ne fournir pas n'importe quelle réponse, la réponse pertinente aux problèmes de productivité, aux problèmes de précarité, que nous sommes tous touchés par cela. Mais ce n'est pas l'Europe. Et d'ailleurs, si on parle des mensonges, cette idée de le Global Britain faire le commerce partout, la Grande-Bretagne a gagné beaucoup par les accords de commerce international faits par l'Union européenne. 15% des exports britanniques sont liés aux accords internationaux de l'Union européenne. 44% des exports passent dans l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est moins de 20%. C'est très grand. Comme pays, c'est le premier. Mais comme paquet, c'est le deuxième. Et beaucoup plus inférieur que dans l'Europe. Et donc, les données, les faits n'ont pas compté. C'était les choses populaires, populistes, identitaires, les marginalisés, une insurrection contre les élites et l'établissement. C'était cela. Et de parler de ce mensonge, de caractériser comment épargner de l'argent pour investir dans la politique de santé, c'est un détail, bien sûr. C'était un mensonge, bien sûr, mais ce n'était pas la question, à mon avis. Exactement, parce que c'est une illusion. Ils ont voté contre quelque chose, mais la chose qu'il faut adresser est une autre chose. Et la réponse va compliquer, à mon avis, la réalité. Parce qu'on parle d'espoir ou quoi. Non, pour moi, la vraie question est faire face à la réalité. Et ça, c'est le problème. Ce n'est pas les mensonges, c'est d'éviter la réalité. S'il vous plaît, élisez-moi et je vais changer tout. Mais attends. Les structures autour de cette question ne sont pas aussi simples que changer une personnalité et tout change. Attends, quelle naïveté. Et donc, peut-être on va voter pour cela, mais ce n'est pas la réalité.
Et donc, finalement, avec une rupture difficile, avec des conséquences féroces pour ceux qui sont déjà marginalisés, il y aura un réveil trop tard, ou bien il faut faire face à cette réalité maintenant et de l'éviter en cherchant un consensus difficile mais nécessaire. So when you were talking about how David Cameron came to be in 2005 and then his election in 2000 as the leader of the Conservative Party, this sort of reminded me of the situation we're in now with the Conservative Party and Rory Stewart, where the discourse coming from the Tories was led by Boris Johnson, was led by Jacob Rees-Mogg, and suddenly we're in this period where Rory Johnson is being covered and the Liberal Democrats are gaining, and there's Change UK, and there's obviously this sort of cleavage within the Conservative Party, and just what you make of this, where they are going with their strategies, because there's obviously room to grow, and there's a part of the electorate that is being addressed by Change UK, by the Liberal Democrats, that they could try to gain back if they're reorienting themselves, I think, away from gaining from Nigel Farage. Oui, bonsoir. Ma question est adressée à Monsieur Bichet. Donc, vous aviez parlé juste avant du domaine à intensifier la coopération, notamment dans la recherche. J'aimerais savoir, est-ce qu'au final, ça ne serait pas une sorte de moyen de compenser un peu, vu que nous n'avons pas, enfin, que ça ne va pas passer au niveau de l'accord institutionnel. Donc, au niveau de la recherche en général, je pense notamment à Horizon 2020, la Suisse risquerait d'être un petit peu impactée, on va dire, à ce niveau-là. Donc, cette volonté d'intensifier les recherches avec le Royaume-Uni ne serait pas une sorte de solution compensatoire à ce niveau-là? Merci. Après le Brexit, la politique étrangère de l'Union du Royaume-Uni va être de plus en plus unilatérale. Et comment est-ce qu'elle pourrait participer à une politique de défense multilatérale avec les pays européens? Alors merci pour votre question sur la recherche. Là, on est juste dans la prospective pour l'instant. Il n'y a rien de concret qui se fait. Mais votre question est tout à fait judicieuse. C'est vrai que l'Union européenne a été très claire. Si on n'a pas un accord institutionnel sous toit, nous aurons des difficultés à participer au prochain programme recherche. Horizon 2020, on a été réintroduit, on est dedans. Mais le prochain programme de recherche, là, on aurait une difficulté parce qu'il faut conclure un accord bilatéral pour y participer. Et là, effectivement, l'Union européenne a été très claire là-dessus, que ça dépendra aussi des résultats des discussions sur l'accord institutionnel. Non, l'idée n'est pas de compenser ça, c'est de faire quelque chose en plus. On a, par exemple, une très grande coopération avec les États-Unis. On a d'ailleurs des personnes du CEFRI qui sont représentées là-bas, à San Francisco, entre autres, et qui contribuent à établir les liens plus intenses. Donc l'idée, ce ne serait pas du tout de compenser, ce serait en plus et en parallèle d'avoir une intensification avec, il faut le dire, si on regarde les rankings en Europe, il n'y a que 2 pays européens qui sont dans le top, pardon, dans les rankings dans le monde, il n'y a que 2 pays européens qui sont dans les top 10, et ce sont le Royaume-Uni et la Suisse. Donc là, il y a vraiment un intérêt à faire plus, avec ou sans Horizon 2020. Il y va de soi aussi qu'on a un intérêt à participer au prochain fonds, et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est clairement dans la tête de nos politiciens, notamment du Conseil fédéral. Ça fait partie des choses à balancer. Merci à vous. On your question about British politics, I think we know from studying history that we have a lot of politicians, and sometimes, male or female, with statesmen. And the difference between the two is taking the needs of the whole society into account and having a long view, or being a short-term tactician. David Cameron chose tactics, and he was removed from the field. Mrs. May continued that by choosing party unity as a key value, rather than beginning to try to understand what is the bridge between the 4%, 52 leave, 48 stay. Rory Stewart, one of the candidates now
contesting the Conservative Party, spoke interestingly about speaking to an opinion poll specialist in the UK who talked about, in the not so distant past, the bell curve. So you had the curve with most of the people in the centre and the extremes on the edges. And now it's a U. Most of the people are on the extremes and the missing bit, it falls down in the centre. Britain needs to re-centre itself, whether it's through Liberal Democrats or Change or Labour or whoever it could be. But each time that they privilege to stay on a margin and to have the margin drive the centre, it is the equivalent in political anatomy of a tail wagging a dog. But the purpose of the liaison between a dog and a tail is that the dog should wag the tail. And unfortunately in Britain today, it is the tail which does the wagging, in my view, and that is one of the big difficulties. It's a short answer to, I think, a very detailed or in-depth kind of question. Sur la politique de la défense, sans aucun doute, géopolitiquement, la vie est devenue beaucoup plus complexe. Nous avons l'agression de la Russie en Ukraine. Nous avons cette idée de M. Trump d'America First. Vous avez, je pense, un sentiment d'affaiblissement des alliances de l'après-guerre. Et donc, l'Europe a besoin de se maturer, de prendre en compte où sommes-nous, qui sommes-nous, quels sont nos intérêts, et de préparer la voie européenne. Et moi, je pense que sur la politique de la défense, ce n'est pas pour ignorer les piliers traditionnels de la défense, les chars, les navires, les quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plutôt le logiciel, la manipulation, le hybrid, la guerre hybride, qui n'est pas forcément la guerre traditionnelle. Il faut se réveiller. La guerre est là. Il a frappé à la porte. Il a frappé à la porte des présidentielles aux États-Unis. Et la réponse de l'Union européenne pour animer PESCO, ce n'est pas forcément une totalité d'une réponse. Et vous avez M. Macron, qui voudrait pousser une politique de défense plus forte. Et vous avez une réticence officielle, je pense, de la part des Allemands. On parle d'une armée européenne ou une armée des Européens. L'Europe des États ou l'État de l'Europe. C'est le même débat, donc, transféré à le domaine de la défense. Mais à mon avis, il faut encore une fois, le réalisme nous demande de cibler nos efforts sur la réalité des guerres hybrides d'aujourd'hui, où nous, dans la totalité en Europe, ne sommes pas forcément bien placés. Et malheureusement, le départ des Britanniques va compliquer cela, parce qu'ils sont les mieux en Europe, à Cheltenham, dans leur système, le réseau d'intelligence, le plus avancé en Europe. Et s'ils quittent, si on casse les ponts et les liens qui sont déjà là, plus des risques de terrorisme, des radicales, et soit des radicales, je ne parle pas seulement des islamistes, mais les radicaux comme en Norvège, ce monsieur qui a tous les jeunes. Donc vous avez l'extrême droite qui est aussi radicalisée. Et donc il faut faire des efforts, à mon avis, sur cette politique de défense qui va plus toucher la vie quotidienne des Européens que la tradition d'investir dans le hardware des années passées. Si on aura une guerre totale, c'est une chose. Mais la guerre aujourd'hui, c'est dans l'ombre, mais c'est là. Donc, mes chers amis, on a dépassé le temps prévu. Vous avez montré une forte patience
pour votre présence, pour l'assistance de l'université, pour votre présence. Emmanuel, je vous remercie. Au revoir et bon week-end.